Est-ce que le sommet entre Trump et Kim est réussi? Donnez-nous votre avis, posez vos questions. On va les poser à nos invités. Il y en a à Singapour, il y en a à Pékin, il y en a à Moscou, il y en a ici à Paris. Ce sont les meilleurs spécialistes, les meilleurs correspondants du Figaro. Vous le voyez, on va pouvoir répondre à vos questions et décrypter cet événement qu'il est maintenant convenu de qualifier d'historique. D'abord, cette image, il était un petit peu moins de 3 heures du matin, 2h40 très exactement, cette nuit à Paris, quand cette poignée de main a fait le tour de la planète en moins de 84 secondes. Alors pour ceux qui dormaient encore cette nuit ou qui étaient pris dans les inondations en France, eh bien on va faire un petit rappel rapide de ce qui s'est passé, des séquences, des images fortes de cet événement. Le sujet est signé Vincent Roseron. On le trouve juste avant d'aller à Singapour où on va retrouver Sébastien Faletti qui sera notre premier décrypteur. Very good. Very, very good. Excellent relationship. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mr. Chairman, today I will be with you, and I will have tremendous success together, and we'll solve a big problem, a big dilemma that until this point has been unable to be solved. I know that working together we will get it taken care of. So, good on. Thank you. Please, Chairman, sir. Very nice. Getting a good picture, everybody, so we look nice and handsome and thin. Beautiful. Perfect. 잘생기게 아름답게 찍어달라고. 그러한 여러 참여자분들에게 감사드립니다. Thank you very much. It's fantastic. Thank you very much. Thank you very much, everybody. We'll see you a little. Mr. President, what surprised you the most about Chairman Kim? When will you see each other again? Alors, l'image importante de la nuit, c'est cette signature qui est intervenue avant la fin du sommet. Donc, signature qui avait été annoncée pendant toute la fin de la nuit. On va aller à Singapour retrouver Sébastien Faletti, qui a suivi tout ce sommet. Bonjour Sébastien, vous êtes correspondant en Asie du Sud-Est et auteur de La piste Kim, Voyage au cœur de la Corée du Nord. C'est édité chez Les Équateurs et on le recommande chaudement, comme on recommande l'émission que vous avez faite sur ce plateau ici même il y a une semaine.
Sébastien, qu'est-ce qu'il y a dans le document qu'ont signé Donald Trump et Kim Jong-un? Alors effectivement, c'est la question clé. En ce moment, Donald Trump est toujours en conférence de presse et en train de vendre, si je puis dire, ce document qu'il a décrit comme extrêmement complet et comme un moment historique. Donc vous voyez, il continue sa conférence de presse, il fait le service après-vente. Cependant, quand on regarde le document lui-même, il est relativement court et n'en déplaise à ce qu'affirme le président américain, c'est quand même quelque chose de très léger. J'ai parlé à plusieurs experts ici qui sont relativement déçus par le contenu de ce document. Qu'est-ce qu'il y a essentiellement... Sébastien, qu'est-ce qu'il y a dedans? On sait? Alors, le document affirme, ce sont des engagements généraux vers l'idée d'une dénucléarisation de la péninsule, comme l'évoquait la Corée du Nord et les États-Unis, et l'idée de travailler à une nouvelle étape des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, également l'idée d'établir des garanties de sécurité pour la Corée du Nord. Donc, en gros, on affirme, c'est un document plein de déclarations fixant un objectif pour le rapprochement entre les deux pays et pour établir à terme la paix sur la péninsule. Donc c'est très important sur le plan symbolique, car c'est la première fois évidemment qu'un président américain et un leader nord-coréen se rencontrent et affirment solennellement cette ambition, avec l'idée de mettre un terme enfin à la guerre de Corée. Donc tout ça sur le plan symbolique est très fort. Néanmoins, sur la substance, la clé qui est la question nucléaire, il faut reconnaître que c'est assez léger. Il y a un engagement vers la dénucléarisation de la péninsule, je dis bien la péninsule, et c'est important parce que les Nord-Coréens utilisent toujours ce terme, et quand on englobe la péninsule, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire notamment le retrait des troupes américaines de Corée du Sud, peut-être même le retrait des bombardiers stratégiques qui sont dans la région, dans le Pacifique? Vous voyez, ça peut inclure beaucoup de choses. Et tous ces détails, comme l'a dit Donald Trump, vont être négociés dans les prochaines semaines et mois. Donc, les détails restent à être négociés. Et dernière chose, je dirais, qui est importante à noter, c'est qu'il n'y a pas de calendrier non plus pour ce processus. Donc ça, en gros, on en reste dans le déclaratif. Donc Donald Trump vend son communiqué, mais sur le détail, beaucoup de choses restent extrêmement ouvertes. Donc pas de calendrier, pas d'engagement concret, hormis un engagement affiché qui est la dénucléarisation de la péninsule et beaucoup de déclarations, beaucoup d'objectifs affichés. Donald Trump est en train de parler. Il a été interrogé au début de sa conférence de presse, dites-moi si je me trompe, sur les garanties qu'il pourrait apporter à Kim Jong-un sur, entre guillemets, la sécurisation de la Corée du Nord. Quelle garantie a-t-il apporté ? Alors, il a dit qu'ils allaient travailler à des garanties. Il a dit qu'il était prêt à s'engager là-dessus. Il a évoqué notamment la possibilité de suspendre les exercices militaires conjoints que les États-Unis mènent chaque année avec la Corée du Sud et qui sont présentés comme une tentative d'invasion par Pyongyang. Ça serait une très forte concession là, par les États-Unis. Il n'a pas été très clair justement sur quand il suspendrait cette déclaration. En revanche, il a dit qu'il ne lèverait pas les sanctions tant qu'il n'y aurait pas des preuves que les armes nucléaires ne sont plus une menace pour les États-Unis. Donc on en reste, si vous voulez, une situation où on ne lève pas les sanctions et les Coréens n'ont pas encore mis sur la table de progrès tangibles. Mais effectivement, l'idée, c'est à terme d'établir des relations normales et diplomatiques entre les deux pays. Une dernière question, Sébastien, vous qui avez écrit un livre justement sur la Corée du Nord, qui suivez cette question depuis des années et tous vos articles sont à lire sur lefigaro.fr, à retrouver sur lefigaro.fr et bien sûr votre livre est à lire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce sommet ? Je dirais que moi, une chose qui m'a marqué, c'est à quel point le leader suprême Kim Jong-un a été à l'aise. C'était un peu sa première grande arrivée sur la scène mondiale. Il avait rencontré le président chinois Xi Jinping, mais là, c'est la première fois qu'il allait dans un monde, on va dire, plus globalisé. Et on l'a vu finalement très à l'aise. Il a souri ce matin, il était plutôt à l'aise avec Donald Trump. Hier soir, on l'a vu faire une balade
le long de la rivière au cœur de Singapour. Donc on a l'impression que ce leader qui était complètement reclus, qui n'était jamais sorti de son pays depuis le début de son règne en 2011, semble assez doué pour la communication en tout cas. Peut-être que ça vient de sa mère qui est une danseuse, comme je l'ai expliqué dans le livre, mais en tout cas voilà, c'est un leader qui montre un autre visage et qui se montre finalement assez doué pour l'art de la communication et de la diplomatie. Et en tout cas, le rôle que la mère de Kim Jong-un a joué, vous l'expliquez très bien dans votre livre et également dans les bonnes feuilles de votre livre qui sont parus dans le Figaro et sur lefigaro.fr. C'est à retrouver sur Internet. Et bien sûr, Voyage au cœur de la Corée du Nord, c'est aux éditions des Équateurs. Non, c'est La Piste Kim, Voyage au cœur de la Corée du Nord. Et c'est aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup Sébastien et on continue de suivre ça avec vous. On va s'intéresser quand même à un autre spécialiste de la communication politique, si on peut dire, c'est Donald Trump qui s'est exprimé donc à plusieurs reprises et notamment à l'issue, il est en train de parler encore, et il s'est exprimé également à l'issue du moment le plus crucial de ce sommet, c'est-à-dire la signature de ce document qu'on vient d'évoquer. On écoute le président américain et après, on en parle avec Isabelle Lasserre. You'll be seeing everything in just a little while. The letter that we're signing is very comprehensive, and I think both sides are going to be very impressed with the result. A lot of goodwill went into this, a lot of work, a lot of preparation. 발표문의 내용에 대해서 꼭 알게 됩니다. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Trump se vantait d'aller à cette rencontre à l'instinct. Est-ce que, selon vous, qui êtes spécialiste des relations internationales et de la diplomatie au Figaro, le pari est réussi? Oui, au niveau, c'est un coup politique et un coup de communication, pour les deux d'ailleurs, sans doute davantage pour Kim Jong-un que pour Donald Trump, mais c'est une réussite pour les deux. Par contre, au niveau du fond, sur le projet de dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne, comme on dit, les choses, il faut être extrêmement prudent. Si les choses ont lieu un jour, elles mettront sans doute des années à se produire. Et on est au tout début d'un processus qui pourra ou non réussir. On n'est pas du tout à la fin d'un processus. C'est pas un sommet qui couronne 13 ans de négociations comme l'accord nucléaire iranien. C'est vraiment une déclaration d'intention dont on n'est pas sûr qu'elle soit suivie des faits par les deux parties parce qu'ils n'y ont pas forcément intérêt. Sur la dénucléarisation de la péninsule, soyons précis, il y a donc la péninsule coréenne, c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord donc, a un arsenal nucléaire. Est-ce qu'il y a des installations nucléaires en Corée du Sud? Non, parce que les États-Unis, qui étaient présents au niveau nucléaire après la guerre de 1953, s'en sont retirés au début des années 90. Donc aujourd'hui, les installations nucléaires, en fait, et les têtes nucléaires, de même que les missiles balistiques, c'est la Corée du Nord. Le Sud n'a pas d'armes nucléaires. Par contre, il est chapeauté par un parapluie nucléaire américain, qui est la protection que promettent les États-Unis à leurs alliés dans la région, notamment la Corée du Sud et le Japon. Alors précisément, on a vu Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, faire souvent l'aller-retour à Washington. Aujourd'hui, selon vous et selon ce que vous avez pu voir, est-ce que Tokyo a de quoi être rassuré? Est-ce que Tokyo, à l'inverse, a de quoi être inquiet après ce sommet? C'est un petit peu tôt pour dire. Le problème, c'est que toute la reprise de contact entre le Nord et le Sud joue en faveur de la paix, il joue en faveur d'une stabilisation dans la région. En revanche, Tokyo comme Séoul sont inquiets depuis longtemps. Ça a commencé sous Barack Obama et ça s'est poursuivi avec Donald Trump. Ils sont inquiets parce que dans cette région, comme dans d'autres, d'ailleurs au Moyen-Orient, les alliés des États-Unis ont du mal à avoir à nouveau confiance en Washington depuis
toutes les promesses en fait trahies, qu'il s'agisse de celle d'août 2013 en Syrie ou les États-Unis. Oui, c'est avant Trump, hein, déjà alors, du temps ça commence déjà du avec temps d'Obama. Obama, et ça continue parce que finalement, que valent aujourd'hui les promesses Il y a américaines? une permanence dans la trahison, dans la c'est-à-dire- politique étrangère américaine. Non, il y a une permanence dans les promesses non tenues entre Obama et Donald Trump. Oui. Obama viole sa promesse en Syrie et Donald Trump déchire la un promesse accord nucléaire. de sanctionner militairement le régime de Bachar al-Assad si la fameuse ligne rouge des armes chimiques était... Voilà. Et Donald passé, Trump, ce qui n'avait pas été il déchire l'accord nucléaire. Donc c'est une des résistances d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'autres. À l'optimisme que manifestent certains qui annoncent d'ores et déjà une dénucléarisation de la péninsule coréenne qui n'est pas du tout envisagée de la même manière du côté de Donald Trump et du côté de Kim Jong-un. Vous qui suivez ces questions-là, à la fois les relations internationales, les relations diplomatiques, et également toutes les questions de la dénucléarisation ou de la nucléarisation. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette séquence? Au niveau de la... Aujourd'hui, dans ce sommet et dans cette initiative qui a été prise par Donald Trump. En fait, écoutez, pour être franche, à part la poignée de main qui était spectaculaire et extrêmement symbolique, pas grand-chose, parce que ce sommet était décrypté avant même qu'il arrive et annoncé, et à peu près toutes les possibilités avaient déjà été envisagées et Donc Trump analysées. n'est pas si inattendu et puis que ça. finalement, au niveau des dénucléarisation, c'est, comme le disait très bien Sébastien Faletti, c'est très soft, c'est-à-dire que en fait initialement Donald Trump voulait absolument une promesse de dénucléarisation qui soit irréversible et vérifiable. On ne retrouve pas ces deux mots dans la déclaration dans la déclaration. Donc finalement, Donc c'est un peu un échec pour Trump. disons que c'est un succès spectaculaire pour Kim Jong-un, qui en fait réalise le rêve de son grand-père, c'est-à-dire être à une table en face d'un président américain traité d'égal à égal, justement parce qu'il a réussi à avoir la bombe nucléaire, et c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas prêt de s'en débarrasser si rapidement et si facilement. Eh bien, on va en reparler dans quelques instants avec Pierre Rigoulot. Je vous invite à prendre place autour de cette table. Et on va, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la Corée du Sud, on va regarder tout à l'heure la réaction du leader nord-coréen, du leader sud-coréen. Mais avant, on va s'intéresser quand même à celui qui a rencontré un succès spectaculaire, c'est Kim Jong-un. Donc on va revoir des images. Il a peu parlé, alors on vous a choisi, nous, de vous montrer justement ces images, comment il a été à l'aise aujourd'hui à Singapour, notamment en arrivant au lieu de la rencontre. On va voir les images tout de suite. Et puis on va en reparler dans un instant avec Pierre Rigoulot. 거기에는 폼페오 장관뿐만 아니라 조선 측의 그러한 여러 참여자분들에게 감사드립니다. Bonjour Pierre Rigoulot. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qu'on recommande, qui est Pour en finir avec la Corée du Nord. Vous avez également contribué à l'article, au chapitre Corée du Nord dans un livre qui a beaucoup marqué à la fin des années 90, qui était le livre noir du communisme. Oui, c'est ça. Quand vous voyez ces images et quand vous avez vu ces scènes justement de poignées de main, de signature aujourd'hui, quel est votre commentaire? D'abord, il y avait beaucoup de choses qui étaient attendues, ça a été dit tout à l'heure. Parmi les succès évidemment de cette journée, il y a la bonne ambiance, comme on dit, le fait qu'il y ait eu tant de poignées de main, tant de sourires, et quelques jugements aussi. J'ai remarqué que Trump disait qu'il avait confiance en Kim Jong-un. Il a raison, il a tort selon vous? En politique, il ne faut jamais croire sur parole, et donc j'espère qu'il ne se trompe pas, mais bon.
Bon, ça c'est une réponse un peu générale, mais vous qui connaissez et qui avez révélé, alerté même et montré les pires cruautés du régime nord-coréen, est-ce que, selon vous, Trump a raison de parier sur la confiance envers Kim Jong-un ? Une chose est de dire qu'il a confiance en lui, autre chose est d'avoir vraiment confiance en lui. Je crois que ça fait partie du jeu et de la négociation. Donald Trump pousse en quelque sorte Kim Jong-un dans la direction d'une relation diplomatique. Vous dites qu'il dit qu'il a confiance, mais vous n'êtes pas sûr que Trump ait réellement confiance. Exactement. D'accord. Exactement. Et on peut faire confiance à Kim Jong-un ? Ah, moi je ne ferai pas confiance à Kim Jong-un. Pourquoi ? Parce que Kim Jong-un n'est pas le personnage dont on peut dire qu'on est honoré de le connaître et comme vient de le faire Donald Trump. Pourquoi ? Parce que la situation de son pays est assez effrayante. Je veux dire que c'est un État où il y a encore des camps de concentration, un État dans lequel la liberté n'est pas du tout respectée. Pour vous déplacer, non pas à l'extérieur, mais même à l'intérieur du pays, il vous faut l'autorisation de la police. Vous n'avez pas de liberté d'information, vous n'avez pas de possibilité donc il n'y a pas de liberté de culte, etc. Bref, il y a une situation difficile sur le plan politique et sur le plan, je dirais, social. Est-ce que ce qui vient de se passer à Singapour peut être une avancée pour l'ouverture de la Corée du Nord ? Alors, de toute façon, discuter, c'est une bonne chose au sens où ça oblige les Nord-Coréens à entrer en relation avec l'autre monde, je dirais, et non pas en le menaçant, mais en discutant. Ça force à l'ouverture un régime qui est, comme vous l'expliquez souvent, structurellement fermé. En tout cas, ça donne une possibilité de plus pour qu'il s'ouvre. C'est peu de choses, mais il faut le faire. Donc vous n'êtes pas dans la situation de ceux qui disaient à la fin des années 80, par exemple, à propos de la perestroïka en Russie, attention, ça peut renforcer la Russie soviétique et ça peut donner une survie au totalitarisme soviétique. Là, vous dites, attention, vous ne dites pas, attention, ça peut donner une survie au totalitarisme nord-coréen. Bien sûr que si, ça peut être une façon, par exemple, d'organiser l'économie à la chinoise, mais de maintenir le pouvoir de l'actuelle équipe dirigeante. Et le totalitarisme ? Alors, le totalitarisme n'est pas pour le moment remis en cause et il n'y a pas d'espoir de remise en cause dans les prochains... Mais ça peut peut-être améliorer la situation économique et matérielle du peuple nord-coréen. Alors on a appris ce matin quelque chose d'important, c'est que pour le moment, il n'est pas question d'abandonner les sanctions. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas assez été souligné. Je pense que du côté nord-coréen, on souhaitait que des engagements soient pris de ce côté-là. La situation, je viens de le dire, est extrêmement mauvaise, tant sur le plan alimentaire. Les rapports de la FAO sur la Corée du Nord, non pas des rapports anciens, des rapports de l'année dernière sont très mauvais. 40% de la population ne mange pas à sa faim. Sur le plan sanitaire, c'est un désastre. Bref, la Corée du Nord aurait besoin, en effet, d'une aide économique qui permettrait de remplir le projet qu'avait Kim Jong-un d'une part, se construire un arsenal nucléaire et d'autre part, d'assurer la réussite économique de son pays. De ce côté-là, c'est un échec total. Eh bien, on va en reparler dans un temps. Merci beaucoup, Pierre Rigoulot. On va aller à Pékin pour justement avoir le point de vue, en tous les cas, de Cyril Pluyette et en savoir un petit peu plus sur le point de vue des Chinois, en tout cas ce qu'on peut en savoir. Mais avant, je voudrais qu'on écoute la réaction d'un des acteurs importants, d'un des acteurs essentiels, on ne l'a peut-être pas assez souligné dans ce dossier, c'est celui du président sud-coréen qui a réagi ce matin. On l'écoute. 우리 국민들의 관심이 온통 싱가포르에 가 있지 않을까 싶습니다. 저도 어제 잠 못 이루는 밤이었습니다. 우리에게 완전한 비핵화와 평화, 남북미 간의 새로운 시대를 열어주는 성공적인 회담이 되기를 국민들과 함께 간절히 바랍니다. 내일의 희망을 만들어야 됩니다. 최근 들어 우리에게
Bonjour Cyril Pluyette. Bonjour. Vous êtes le correspondant du Figaro à Pékin. Comment on réagit, comment le protecteur chinois, l'ami chinois, réagit ce matin par rapport à cette séquence et par rapport à la signature qui est intervenue à Singapour? Officiellement, le gouvernement chinois se réjouit de cet accord historique, de ce pas décisif vers la paix. C'est en effet quelque chose que la Chine appelle depuis assez longtemps, cette rencontre. Mais en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire que d'un côté, oui, Pékin a sincèrement envie que la stabilité et la paix s'installent sur la péninsule. Elle n'a pas envie que Kim Jong-un reprenne ses provocations nucléaires, que Donald Trump menace de nouveau de frapper et d'avoir le risque d'un conflit à sa frontière et surtout un risque d'effondrement du régime nord-coréen qui pourrait entraîner une réunification de la péninsule et mettrait Séoul et son allié américain à sa porte. Ça, Cyril, je vous coupe. Ce qui est fort dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on n'est pas sûr à Pékin que ce qui a été signé ce matin, ce qui s'est passé ce matin, soit finalement une victoire pour le leader nord-coréen et ne le renforce. Bien, ce qui est certain, c'est que Pékin est aligné avec la Corée du Nord sur le fait d'obtenir des concessions américaines. C'est-à-dire que pour Pékin, tout ce qui fragilisera l'influence américaine dans la péninsule et tout ce qui fragilisera l'alliance entre Washington et Séoul sera bienvenu. Alors là, il y a eu une première chose, c'est cette annonce d'éventuellement suspendre les war games, les exercices militaires entre Séoul et Washington. Ça, c'est plutôt quelque chose que Pékin accueille favorablement. Mais d'un autre côté, d'après ce qu'a dit Trump, les sanctions sont pour l'instant maintenues. Et Pékin appelle clairement à une diminution de ces sanctions, ce qui permettrait de normaliser les liens économiques avec Pyongyang. Et c'est quelque chose auquel Pékin a intérêt. Ça permettrait de dynamiser évidemment l'économie nord-coréenne et son nord-est en profiterait, le nord-est de la Chine. Est-ce que les Chinois ont essayé de peser sur cette rencontre? Comment les Chinois ont essayé de peser sur cette rencontre? On a vu notamment Kim Jong-un arriver dans un avion chinois. Oui, alors oui, indéniablement, les Chinois, comme tous les pays qui étaient partie prenante autour de ce sommet, on a bien vu l'agitation des présidents, enfin en tout cas des dirigeants japonais, sud-coréens, et également chinois. La première offensive a été celle de Xi Jinping, qui a été le premier dirigeant étranger à recevoir Kim Jong-un. Il l'a même reçu 2 fois, fin mars et début mai. Et clairement, quand il l'a rencontré, il a très probablement essayé de faire en sorte que Kim Jong-un se montre ferme vis-à-vis des États-Unis et obtienne des concessions. Et vous parliez de l'avion. Alors, des raisons de sécurité sont invoquées, mais oui, il y a une forme de symbole. Une toute dernière question, Cyril, parce qu'il faut qu'on aille à Moscou. Une réponse courte. Est-ce qu'on prévoit un échec ou est-ce qu'on craint un échec de cet accord à Pékin? Oui, indéniablement. C'est-à-dire que les Chinois veulent un succès. Ils veulent la paix, mais ils veulent aussi un processus relativement graduel qui puisse permettre d'obtenir des concessions fortes des États-Unis. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. On va aller sans autre forme de procès à Moscou. Je salue également nos internautes, Catherine, Arnaud, Betsy, Crépy. Merci pour toutes vos questions. On va y répondre dans un petit instant. On est en Russie avec Pierre Avril, avant d'y retourner en fin de semaine d'ailleurs, où on aura une autre émission de décrypteurs sur les enjeux de la Coupe du Monde. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment on réagit à Moscou par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin à Singapour?
d'une manière assez soft, je dirais, pour C'est-à-dire mais il faut dire que la Russie aujourd'hui, c'est jour de fête nationale en Russie, donc c'est vrai que l'annonce du sommet, la poignée de main entre le président Trump et le leader nord-coréen ne provoque pas un enthousiasme, ne provoque pas d'attention particulière, du fait même que c'est un jour férié. Il y a eu 2 commentaires ce matin, un de la part du ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui se félicite évidemment de cet événement, qui ajoute que la Russie est prête à assister les 2 parties pour parvenir à une dénucléarisation de la péninsule. Il y a un autre commentaire, celui du chef de la commission des affaires étrangères au Sénat, au Conseil de la Fédération, qui explique qu'il ne faut pas trop s'emballer après cette poignée de main, qu'il reste beaucoup de travail et que les espoirs annoncés par Trump relèvent plutôt d'un vœu pieux et qu'il y aura encore effectivement beaucoup de travail. Pierre, très clairement, est-ce que la Russie craint ou bien est-ce que la Russie voit d'un bon œil ce rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Oui, je crois que la Russie est favorable. Tout ce qui va dans le sens de la sécurité dans la région est accueilli favorablement par Moscou. Moscou a toujours dit qu'elle voulait aider justement à une résolution pacifique du conflit. Donc je crois certainement que la Russie ne peut que solliciter de ce rendez-vous. Encore une fois, la question c'est de savoir quelles seront les conséquences concrètes et quels seront les pas suivants qu'il faudra faire. Je crois que la Russie est dans une position de neutralité, enfin pas de neutralité, mais d'attentisme bienveillant à l'égard de cet événement. Pardon, est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle veut jouer un rôle dans ce rapprochement coréo-américain ? Elle veut certainement jouer un rôle, puisqu'il ne faut pas oublier que la Russie était membre déjà des pourparlers à 6 avant que Pyongyang ne se retire de ces pourparlers à 6 sur la dénucléarisation avec le Japon, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud et les États-Unis. Donc évidemment, la Russie en tant que voisin important aussi de la Corée du Nord, évidemment, a l'attention et souhaite jouer un rôle. La question, c'est de savoir quelle est la nature du rôle que la Russie peut jouer, quelles sont les ambitions qu'elle peut effectivement caresser. Et on a une idée de ça ? On a une idée ? Ben là, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les deux premiers rôles sont joués d'une part, Donald Trump et Kim Jong-un. Les 2 seconds rôles sont joués par la Corée du Sud et par la Chine. Et les 3e rôles aujourd'hui sont joués, je dirais, par le Japon et la Russie. Donc la Russie a un rôle plutôt a une position, elle occupe un peu le strapontin et elle aimerait se rapprocher de la scène. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu fin mai à Pyongyang où il a rencontré pour la première fois le dirigeant nord-coréen. Il y a eu de nombreuses visites, de nombreux déplacements d'officiels russes précédemment en Corée du Nord. Donc il y a effectivement une aspiration de la Russie de s'impliquer dans ce processus de paix. On ne voit pas bien à l'heure actuelle quelles seront les contributions concrètes que la Russie pourra apporter au processus de paix. Pour l'instant, c'est un peu flou. En tout cas, on l'a vu, hein, la Russie a dit à Kim Jong-un qu'il était le bienvenu à Moscou via un télégramme, hein, si je ne m'abuse, qui était un télégramme de Vladimir Poutine et porté par Sergueï Lavrov. Merci beaucoup, Pierre. Oui. On se retrouve jeudi donc pour parler d'un autre sujet qui est important en Russie, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que la Russie en attend pour elle les dividendes qu'elle compte toucher et qui ne sont pas simplement des dividendes sportifs? À jeudi donc. À jeudi.
Et on va continuer à suivre donc cette émission avec vos questions, les questions des internautes. Je reviens vers vous, Isabelle et Pierre Rigoulot. Je vous donne la première réaction, celle d'Antoine qui dit « Ça gêne que les deux hommes les plus détestés du monde... Est-ce que ça gêne que les deux hommes les plus détestés du monde arrivent à un accord ?» C'est pas sûr d'ailleurs que Donald Trump soit l'homme le plus détesté du monde. Enfin, ça, c'est ne serait-ce que dans son pays, il est quand même relativement populaire et en plus il le devient de plus en plus. Notamment s'il signe cet accord. Donc voilà, par ailleurs, Donald Trump est très populaire dans de nombreux pays, à l'est de l'Europe par exemple, en Israël, etc. Donc, mais ça peut être gênant par contre si Kim Jong-un arrive pour certains, et on regarde l'image de la Corée du Nord et du caractère totalitaire de ce régime, s'il arrive à un accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour le moment, encore une fois, on en est à un accord très général, ça a été souligné par tous les intervenants précédents. On se met d'accord sur le fait qu'on va travailler à la dénucléarisation, mais qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est tout à fait différent. Lolo nous demande si la France a joué un rôle dans cette discussion. Apparemment, pas du tout. La France n'est pas un des acteurs principaux. Elle est liée. Elle est présente d'une certaine façon. Elle est liée. Elle est présente de deux manières, c'est-à-dire que d'une part, elle est l'une des garantes de l'armistice de 1953, et d'autre part, la France est quand même l'un des pays au monde qui est le leader en matière de lutte contre la prolifération nucléaire. À ce titre, la France a des laboratoires et des installations absolument partout dans le monde qui, de manière extrêmement précise et fiable, enregistrent en fait les activités nucléaires de plusieurs pays. Et la France, d'ailleurs, avait, à l'automne dernier, été l'un des premiers pays qui avait pu confirmer la nature de l'essai du mois de septembre 2017. Donc la France, en tant que... La portée d'ailleurs de cet essai, c'était un missile intercontinental, c'est ça ? Alors il y a deux choses en fait. Il y avait l'essai nucléaire qui était en septembre et puis il y avait le tir balistique qui était au mois de novembre. Les deux réunis faisant que la Corée du Nord était donc de facto une puissance nucléaire capable de frapper à une distance, d'atteindre les États-Unis. Pour achever de répondre à cette question, il faut quand même souligner que la France est un des rares pays d'Europe à ne pas reconnaître la République démocratique populaire de Corée au niveau le plus haut, c'est-à-dire avec échange d'ambassades. Il y a un bureau français à Pyongyang et rien de plus. Alors que la Grande-Bretagne... Un bureau français avec un diplomate qui est à sa tête ? Avec un diplomate, je crois. Ça, je ne suis pas sûre. Alors, on va tâcher de vérifier. Ouais. Catherine nous demande qui a permis à la Corée du Nord de s'armer de la bombe nucléaire ? Elle s'y est autorisée elle-même, on ne lui a pas permis. Il y a une filière pakistanaise ? Oui, il y a pakistanaise, et il y a aussi il y a eu beaucoup d'échanges entre la Corée du Nord et l'Iran. En fait, il y a une espèce de benchmark et de marché du nucléaire, et tous ces pays, alors il y a Pakistan, Corée du Nord, Iran. On peut reparler peut-être, parce que nous, on connaît un petit peu, ceux qui s'intéressent un peu à cette question-là connaissent un peu le Pakistanais qui a été à l'origine de ça. Un mot juste de qui il s'agit ? D'un scientifique qui a permis au Pakistan d'accéder au statut nucléaire, prenant quasi la totalité du monde presque par surprise. C'était en 1997 ou 18, si je ne m'abuse, juste après la nucléarisation de l'Inde. Et d'ailleurs, il s'est passé un petit peu la même chose pour la Corée du Nord, c'est-à-dire que la Corée du Nord a réalisé des progrès à la fois en matière de développement de ses têtes nucléaires et de développement de son programme balistique beaucoup plus rapide que ne le pensait la communauté internationale. Oui, il y a eu un échange effectivement de technologie nucléaire pakistanaise contre de la technologie nord-coréenne sur le plan balistique. Et il est intéressant de savoir que les missiles pakistanais, comme les missiles iraniens, c'est pour beaucoup de la technologie nord-coréenne.
On parlait de la France à l'instant. Lolo, justement, qui nous posait cette question, nous dit la diplomatie française apparemment ne se réjouit pas de cette avancée historique vers la paix entre la Corée et les États-Unis. Si ? Non ? C'est-à-dire que la diplomatie française, en fait, comme justement elle est très engagée et très au point sur les questions de dénucléarisation, elle n'y croit guère. Enfin, il faut quand même voir. Il faut se mettre à la place de Kim Jong-un. Et il faut voir qu'il y a pas mal d'accords aussi entre les États-Unis et la Corée du Nord qui. Mais oui, mais c'est pas la première fois que la qui ont été Corée passés du Nord, et qui ont été dénoncés après par la Corée du Nord. Une dénucléarisation, et encore quand elle le promettait. Elle n'était pas un État qui possédait la bombe nucléaire. Aujourd'hui, elle a la bombe nucléaire. Il est très très rare qu'un État qui possède la bombe nucléaire se débarrasse de sa bombe parce que Kim Jong-un perdrait absolument tout ce qu'il a. Il faut quand même se mettre à la à la place de ce leader. Moi, si j'étais Kim Jong-un, le nombre d'armes nucléaires, mais on ne se dénucléarise pas. Mais alors, surtout, on observe les exemples récents de l'actualité mondiale dans ce domaine. C'est-à-dire, Kadhafi a accepté de rendre ses armes nucléaires. Il est mort et son pays a été attaqué. L'Ukraine a accepté de rendre ses armes nucléaires après la chute de l'Union soviétique. La Crimée est occupée, elle a perdu la Crimée et en plus elle a un conflit dans le Donbass. Enfin, Saddam Hussein, qui a été contraint par une intervention, pas la première mais la deuxième, à ne pas développer ses armes nucléaires, lui aussi il est mort. Et son pays a été attaqué. Donc quand on est Kim Jong-un, la leçon que l'on tire de ces exemples, c'est surtout on ne se débarrasse pas de la bombe nucléaire. Donc si la diplomatie française est assez sceptique, c'est pour ces raisons-là. Oui, parce qu'on n'est même pas dans les difficultés, finalement, à vérifier qu'il y a une destruction progressive de l'arsenal nucléaire. On en est à un pays qui a déjà la bombe. Et les détruirait-on, enverrait-on les bombes en Patagonie ou je ne sais où ? Et on ne pourrait rien faire, aucune commission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ne pourrait rien faire contre le savoir, le know-how, comme on dit chez Donald Trump, qu'ont les Nord-Coréens. Ils savent faire une bombe et en quelques semaines, ils en reconstruiraient une autre. Donc, il y a quelque chose qui fait comprendre que l'inscription dans la constitution nord-coréenne du fait que ce pays est un État nucléaire n'est pas une bravade, c'est une réalité. Il y a quelque chose qui est fait. C'est l'identité du pays. Donc il y a quelque chose, enfin, il y a une espèce d'impensé, un non-dit dans ce sommet. C'est un accord politique. Bien sûr. C'est un accord politique qui permet à Donald Trump, avant les élections, de maintenir sa popularité en se présentant comme le président américain qui a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. On a le temps, il reste encore de nombreuses semaines, mois et années pour que le deal éventuellement collapse. Le succès de ce sommet, ça n'est pas tant finalement sur la dénucléarisation que sur d'autres objectifs plus réduits comme la paix, le traité de paix. Ça, c'est quelque chose de possible. Une autre question, peut-être, c'est la dernière, parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Cette rencontre va-t-elle permettre aux États-Unis de s'implanter en Corée du Nord ? Nous n'en sommes pas encore là, me semble-t-il. Les McDo ne sont pas encore prévus à Pyongyang. Vous allez un peu vite en besogne. Oui, c'est une question de Crépy qu'on remercie. Il y a plein d'autres questions qui ont été posées. Il y a déjà eu des réponses. Je vous renvoie donc au début de l'émission, notamment sur ce que se sont dit les émissaires russes et chinois, ce qu'ils ont dit aux Nord-Coréens avant ce sommet. Nos correspondants ont répondu à cette question. Betsy qui demande est-ce qu'il y a un nouvel axe qui va se former entre Corée du Nord, Russie et Chine maoïste et qui va bouleverser les mécanismes du monde. On y a répondu également en disant que c'était pas si simple. Et une question d'Antimac. Les chancelleries européennes ont-elles réagi à l'issue du sommet de Singapour ? Toutes les réactions sont à retrouver sur le live texte du Figaro que vous retrouvez au-dessus de ce player sur le site du Figaro.fr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en replay. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. La Corée du Nord n'est pas l'Iran. Ça, c'est un article que vous avez signé ces dernières heures et qui est à retrouver sur le Figaro.fr et qui est passionnant, qui explique la différence et les points communs entre ces deux dossiers. Et pour en finir avec la Corée du Nord, c'est votre livre. Chez Buchet-Chastel. Chez Buchet-Chastel, Pierre Rigoulot. Et puis, il faut absolument relire votre contribution avec notamment également Jean-Louis Panet, si
si je ne m'abuse, dans le livre noir du communisme, et vous, ce que vous avez fait sur la Corée du Nord. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le talk. Yves Tréhard reçoit Philippe Dallier, qui est vice-président du LR du Sénat, et on reparle de la Corée du Nord ce soir dans Point de vue avec Marie-Amélie Lombard-Latune, et il y a plein d'autres programmes à retrouver sur Figaro Live. Vous allez tout au-dessus du site internet où il est écrit aujourd'hui sur Figaro Live, et vous avez tous les programmes. À très vite.